J'ai le texte, sous les yeux que je ne vais pas relire, mais, en écoutant, la présentation d'Annie Ernaux, bien sûr, s'est imposée la problématique, enfin le parcours en tout cas de lecture qui sera le mien, qui est un paradoxe finalement, auquel nous expose, l'écrivaine, c'est-à-dire comment construire une déconstruction, en fait? Comment, rendre compte d'un démantèlement? Puisque nous assistons, en fait, nous sommes les témoins, presque, je ne sais pas, gênés en tous les cas, nous sommes dans cette cuisine-là et nous assistons dans l'intimité du jeune couple à la fragmentation d'une jeune femme qui est pourtant en train de construire son début de vie conjugale. Le paradoxe est là et au plan de l'écriture, c'est fascinant parce que comment écrire, encore une fois, un effritement? L'écriture et le paragraphe sont en train de se constituer, mais il faut écrire un démantèlement. Voilà, et c'est ça qui m'intéresse dans tout le texte dont on a déterminé, quelques virages correspondant à des mouvements. Rappelez-vous, l'idée de mettre en place la situation dans la cuisine avec, le constat, évidemment, d'échec, de l'héroïne, puis, le retour ou en tout cas la voix qui ressurgit en elle d'une petite musique, hein, d'une petite chanson qui grésille, dans son esprit et cette confrontation avec la norme sociale et avec le discours de ces femmes, rappelez-vous, qui, donc ça doit être le troisième mouvement là du texte. On a cette insertion de cette voix rapportée de ces femmes qui sont, mi-fières, faussement gênées d'avouer que c'est, pas commode, lorsqu'on a, plein de choses à gérer et on est donc aux prémices de ce qui aujourd'hui est popularisé sous l'étiquette, sous la bannière de charge mentale. Bon, eh bien, il y a des gens pour qui la charge évidemment est un poids, une enclume sur les épaules et il y a des petites atlas, des petites atlantes qui elles ont l'air de trouver ça super d'avoir plein de choses à faire. Annie Ernaux ressent évidemment, d'autant plus l'humiliation ou en tout cas l'isolement face à cette posture sociale qui n'avoue pas l'échec et au contraire qui s'en fait un motif de gloire. Et enfin, ce retour, cette confrontation, avec le mari à la fin, avec surtout le sorte de divorce là qui se pro propage, dans le texte, pas officiel, pas institutionnel, mais entre soi et entre l'homme qu'on a en face, hein, le prince charmant qu'on a épousé en fait, heu, ne se rend pas compte du mal qu'il fait dans ses attaques finales. Bon, voilà comment le texte se construit avec plusieurs, phases donc de dislocation qui vont crescendo en fait, qui atteignent crescendo le cœur et l'esprit de notre, héroïne. C'est l'histoire d'une érosion, ce texte. Voilà, c'est mon parcours de lecture. Comment, raconter, heu, en fait une disparition. J'allais dire, ouais. La grande idée de l'héroïne est en train de disparaître au moment où le récit se confirme, apparaît et rajoute toujours plus de lignes, toujours plus de paragraphes. C'est un beau paradoxe de l'écriture, hein. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais c'est toujours fascinant de voir comment des écrivains arrivent à assembler des cailloux au moment où le personnage, lui, justement, est en train de de s'engloutir. Reprenons le début du texte, évidemment, on est très frappé de voir moi j'ai coupé, je fais exprès, hein, de on étudie que l'extrait qui est soumis évidemment à notre étude. C'est toujours arbitraire et ça relève toujours d'un choix de découpage de texte. Donc vous êtes, les élèves là, tributaires de mon découpage qui nous fait commencer effectivement volontairement par cette accroche à la seconde partie qui renvoie bien sûr, à un mystère de cette voix dans la tête, de notre protagoniste, «À toi d'apprendre ma vieille». Alors est-ce que c'est effectivement la famille, comme pour ceux qui ont lu le texte, l'extrait qui précède, en fait ça renvoie à la famille, au père qui n'ont eu de cesse de répéter à la jeune fille ce qu'elle allait devoir faire en tant que jeune femme. Hem et c'est aussi ce qu'elle reprend à son compte. En tous les cas, il y a cette voix magistrale en elle, cette injonction même. On le voit parce que c'est très sec, hein, évidemment. Il y a le tutoiement à toi et puis, derrière l'hypocoristique, pas très valorisant, ma vieille. Elle est, elle encadre ce verbe apprendre qui est terrible, sachant que nous avons affaire à quelqu'un qui, assez ironiquement, va devenir enseignant dans le récit. Or, elle a tout à apprendre de la vie, c'est assez il y a un peu d'ironie quand même, hein. Cette personne qui révise sa didactique pendant qu'elle-même est en position, d'élève. Et puis aussi l'idée qu'en tant qu'adulte, finalement, on n'a pas les clés, on n'arrive pas à apprendre. Donc il y a aussi ce paradoxe-là, d'être placée en tant que, comme on dit aujourd'hui, comment dit-on? Apprenante? Ça doit être ça. Et puis tout cela est dit de façon assez rude puisqu'il n'y a pas, c'est une phrase, non pas verbale, mais en tous les cas, il n'y a pas de formulation habituelle, en tout cas pas de verbe conjugué et cet infinitif qui vaut quasiment pour, injonctif, avec la locution, hein,
à mon tour d'eux, à moi, bien sûr, est assez sec. L'attaque de ce texte, je l'ai voulu, bien sûr, très, très sèche, très dure. La suite du texte ne l'est pas moins, puisque même si la phrase prend de l'ampleur, on a toujours une phrase averbale qui énumère, bien sûr, la situation de l'héroïne dans sa cuisine, avec des moments d'angoisse et de découragement. Et ce qui est fascinant, c'est que là aussi, il y a un double mouvement. Bien sûr que la phrase accumule les denrées alimentaires, donc on se sent écrasé sous le poids du matériel. On se croirait un peu dans les choses de Georges Perec, hein, si on se souvient de ce roman de 65. L'idée que l'être humain, l'individu, cède le pas à toutes les injonctions matérielles auxquelles il essaie d'adhérer. Donc ici, on a évidemment les œufs, les pâtes, les endives, toute la bouffe. Ça fait quand même quatre ensembles nominaux. Et même derrière, renforcée par la relative, qui elle-même est construite sur un dédoublement entre manipuler et cuire. Bon, donc on a vraiment une façon d'allonger et de dilater le poids des injonctions et le poids des devoirs domestiques par la dilatation de la phrase. Mais cette phrase, il manque quand même l'essentiel, il manque quand même un sujet, un verbe. Et ce qui est frappant, c'est que l'accumulation des devoirs a gommé finalement ce qui était essentiel dans une phrase, c'est-à-dire le sujet, le verbe, c'est-à-dire l'action et le sujet qui en est maître. On a déjà perdu la main, en fait, dans cette deuxième phrase de l'extrait. Autre signe quand même inquiétant, c'est qu'on passe de l'angoisse au découragement, au buffet jaune, jaune canari, pardon, aux endives, à la bouffe. C'est-à-dire qu'on perd aussi en grandeur philosophique. C'est-à-dire qu'on part quasiment de l'angoisse pascalienne, on passe par le découragement, une sorte de, j'allais dire, d'antispinozisme, et puis quand même, on va jusqu'au paquet de pâtes, quoi. On descend jusque chez, qu'est-ce qui existe en marque française de pâtes? Buitoni, ça existe encore. Banzani, peut-être, je sais pas. On voit qu'on a perdu en grandeur, là, quand même, hein. Et la phrase mime ça, en fait. Le mouvement de phrase, qui est très long, permet aussi de perdre à chaque fois un cran dans l'ambition. Nouvelle formule très dure. Fini la nourriture des corps de mon enfance, les boîtes de conserve en quinconce, les bocaux, etc. Toujours le même procédé. On énumère. L'attaque est sèche avec le participe passé à valeur quasiment adverbiale, hein, et pas de verbe conjugué principal. Énumération derrière, et puis aussi des façons de constituer les noms ou les adjectifs par mot valise ou par imbrication. Voilà le monde dans lequel on est, c'est-à-dire on empile. Et donc l'empilement des produits, mais aussi l'ajout des devoirs se retrouve dans la constitution des syntagmes qui fonctionnent, nourriture des corps. Voilà, on comprend que c'est la nourriture qui sert de décor. Les boîtes de conserve, bon, on a un complément du nom, mais les locaux multicolores, l'adjectif est évidemment construit avec le préfixe latin et l'adjectif. Et la nourriture surprise, évidemment, surprise est ici en apposé, hein. C'est une sorte d'apposé intégré à nourriture, ce qu'on va retrouver évidemment ensuite sur la nourriture corvée. C'est pas la nourriture qui fait office de, c'est pas la nourriture qui vaut pour surprise ou la nourriture qui se résume à une corvée, c'est ce que nous comprenons dans le sens, ça nous oblige à développer, nous sommes du coup complices de l'écriture d'Annie Ernaux puisque nous développons, c'est comme une formule mathématique, hein, nous sommes nous en train de distribuer, de développer les termes de l'équation. Ce qui est condensé ne demande qu'à être développé par le lecteur. Et c'est aussi une façon de nous jeter les mots à la figure, un condensé. Ça mime aussi, bien sûr, la rapidité dans le monde de la société de consommation dans laquelle nous sommes. Tout arrive très vite au visage, les mots sont imbriqués, un mot valise et hop, emballé, pesé. C'est très dur hein, comme attaque dans le texte, et nous-mêmes, nous ressentons cet empilement de termes qui s'entrechoquent les uns dans les autres et qui sans doute frappent aussi l'expérience et le quotidien de notre héroïne. Le verbe conjugué et la formulation normale arrivent avec brutalement ce présent qui se manifeste à nous, avec le présent d'énonciation et EST, avec le déictique C' et le nouveau déictique, le marqueur maintenant. Maintenant, c'est la nourriture corvée. Tout a préparé, évidemment, ce retour brutal à un présent officialisé, triplement officialisé, disais-je, par 3 marques ici d'ancrage dans le moment où l'on parle, c'est-à-dire le présent d'énonciation. Nous sommes totalement pris à témoin, quasiment verrouillés dans ce présent qui s'impose à nous. Maintenant, en plus, c'est marqué par une virgule. Maintenant, virgule, c'est la nourriture corvée. Et on le voit, hein, puisque nous avons le démonstratif C, on voit bien que nous sommes face à cela. Et toute la nourriture qui avait servi à accumuler la préparation de cet effet de chute nous arrive en fin d'apposition du sujet. C', EST, et c'est quoi donc? Nourriture corvée. Point. Voilà ce qui termine. La corvée apparaît comme l'aboutissement de tout ce qui précède. Le jeu n'arrive qu'après tout cela. Le jeu JE sujet.
et dans une phrase qui est négative, hein. Je n'ai pas regimbé, hurlé ou annoncé froidement. Aujourd'hui, c'est ton tour. On va en reparler parce que là, on s'insère petit à petit dans le dialogue avec le mari. Mais le jeu JE n'apparaît qu'à l'occasion, que tardivement, dans notre extrait, et la première personne sujet n'apparaît qu'au terme d'une longue énumération où, au fond, les stars, c'était les endives, les bocaux et les pâtes. On arrive après ça, hein. L'individu arrive après ça. Je veux dire, c'est pas le sujet triomphant du XVIIe siècle, hein. On est loin du compte, là, évidemment. On avait une première personne, mais rappelez-vous, ce n'était qu'un déterminant, hein, ma vieille. Ouais, ce jeu JE, il est très tardif et évidemment, derrière, il sert une proposition à la phrase négative, hein. Je n'ai pas regimbé, hurlé ou annoncé. Hop, on en a 3, c'est très lourd. Alors, ce qui est frappant chez Annie Ernaux, c'est regimber quand même, hein. On avait la bouffe. On a toujours des allers-retours entre un langage, une langue soutenue et recherchée. On a souvent des effets de langue vieillie chez Annie Ernaux, assez souvent. Et c'est le cas ici au regimbé, qui est quand même pas très usité. Et on a aussi la bouffe. Donc on a des allers-retours entre des choses très populaires, très vulgaires, qui nous érodent, qui nous attaquent. Une langue assez abrasive d'un côté et une langue plus ourlée de l'autre. C'est toute l'hésitation aussi de l'héroïne et cette incapacité à se situer dans les deux mondes qui sont les siens, où elle vient, où elle va, et aussi par rapport au lecteur, ne pas bien sûr agresser le lecteur, le mettre dans la boucle de ce quotidien intime, et en même temps ne rien lui cacher, ne pas être dans la complaisance. On voit bien les allers-retours. Ça, c'est une langue extrêmement dynamique. Aujourd'hui, c'est ton tour. Alors, qui dit aujourd'hui c'est ton tour, hein, annoncé froidement, aujourd'hui c'est ton tour, ben, c'est évidemment, ce serait l'épouse. Donc là, on a la narratrice qui deviendrait la protagoniste, qui lancerait au mari, qui est donc l'autre personnage, aujourd'hui c'est ton tour. Et nous sommes pris à témoin de ça. Nous sommes pris à témoin, bien sûr, de la vie du couple dans la cuisine, mais nous sommes surtout pris au témoin de l'échafaudage narratif, où on a ici une passation de pouvoir entre, pardon pour le raccourci, mais Annie Ernaux qui raconte, qui passe la main en une petite formule à Annie Ernaux qui devient le personnage, dialoguant avec le mari qui est l'autre personnage de la scène. Voilà. Et ça se fait sans guillemets, ça se fait sans retour à la ligne avec un tiret. On incorpore les phases dialoguées, ce qui veut dire aussi qu'on a intégré les moments de dialogue dans ce qui sont par ailleurs les moments de discours narrativisés ou de discours dans la tête, c'est-à-dire dans le monologue intérieur, qui vaudrait quasiment pour narration. Il y a une sorte de mise à égalité chez Annie Ernaux qui est vertigineuse entre ce qui est dit, entendu, ce qui est raconté ou ce qui est pensé. Les trois, il y a une mise en équation qui est assez vertigineuse, où on a parfois du mal à extraire qui a dit quoi, à quel niveau, qui rapporte quoi. Ici, c'est un cas, en fait. C'est-à-dire que l'expérience aussi vécue, c'est déjà tellement fondu dans l'écriture qu'il paraît maintenant difficile de réextraire tout cela du récit pour en refaire de but en blanc, officiellement, un discours qui s'imposerait par la puissance de ces guillemets, et qui suffirait à une insertion bien isolée, bien visible. En fait, on n'en est déjà plus là. L'expérience a déjà été dépassée par la narration de l'expérience. Seulement des allusions, des remarques acides, l'écume d'un ressentiment mal éclairci, toujours ce mode énumératif qui renvoie bien sûr à la saturation de l'héroïne, allusion, remarques, écume. Alors qu'est-ce qu'on gagne à chaque fois? Un peu de gradation quand même, parce que on a de plus en plus de mal à vivre cette situation. On sent le degré de saturation quand même de l'héroïne, avec ces effets de surajout. Les groupes de mots augmentent, hein, allusion, un terme. Remarques acides, on a des remarques acides, un groupe nominal. L'écume de ressentiment mal éclairci, là on a un groupe nominal étendu, avec complément du nom, avec adjectivation. Ce qui est beau aussi, c'est qu'on gagne paradoxalement au fur et à mesure que la saturation se laisse voir, par ces effets d'énumération, de gradation et d'apesantissement, d'amplification, on a aussi un début de poétisation, en fait, de la saturation. Parce que entre allusions, qui est donnée comme ça de but en blanc, des remarques acides, petite image quand même de l'acidité, c'est rentré dans le langage courant, mais ça reste une petite image. L'idée que le discours, évidemment, que dans la vraie vie, Annie Ernaux n'est pas brûlé au 3e degré par une remarque. Donc ça reste effectivement une image, on est d'accord. Une métaphore qui est rentrée dans l'usage courant, mais tout de même. Et l'écume d'un ressentiment mal éclairci, et là on a même 2 images sur le ressentiment, qui devient une sorte de ressac, hein, avec l'écume, une image maritime en début de groupe nominal, et mal éclaircie, c'est-à-dire qu'on a l'eau et le ciel. Très curieux. Est-ce que c'est le signe qu'au moment où justement on se sent très très attaqué par cette vie conjugale très pesante avec un conjoint qui ne comprend rien, est-ce que c'est pas le moment où on cherche une échappée dans le langage? En tout cas dans la langue. Et donc, j'allais dire que là il y a la Normandie maritime, il y a les ciels nuageux et les plages avec les
les reflux marins qui arrivent dans le troisième groupe en fait de cet ensemble nominal. Je trouve ça, ce surgissement de poésie, à un moment où on s'attend le moins, mais où, en revanche, c'est très nécessaire. Je dis bien très nécessaire, hein, j'insiste sur la maladresse, très nécessaire. Parce qu'on a d'autant plus besoin de se raccrocher à quelque chose qui ressurgit en soi au moment où on se sent pleinement écrasé. On sent une tentative ici de l'héroïne de repoétiser un peu cette vision, complètement à son corps défendant, bien sûr. C'est la narratrice qui fait ça. C'est pas l'héroïne qui, à ce moment-là, se dit « Tiens, puisque ça ne va pas, je vais repoétiser mon monde ». C'est plutôt la narratrice qui, au moment de la relecture et de la réécriture de l'expérience, remet un peu d'ouverture dans un monde qui est en train, dans l'espace clos de la cuisine, là, des 6 mètres carrés de la cuisine, qui est en train de devenir asphyxiant. Très beau. Et plus rien. Et là, évidemment, ressurgissement de la brutalité, toujours négation, parce qu'on a beaucoup de négation dans le texte. On voit bien que cette vie-là n'est pas celle qu'elle veut et qu'elle s'oppose à son développement personnel. Ça explique un sacré nombre de négations dans le texte, hein. Quasiment... Oui, j'ai coupé avant qu'on en ait plus, c'est drôle. Après, on a l'impression qu'il y a plus d'affirmatives, que la première partie du texte serait un peu plus négative. Mais quand même, je n'ai pas regimbé, je ne veux pas être une emmerdeuse, malhabile. Qu'est-ce qu'on a encore comme négation? Incapable de casser un œuf proprement. Bref, on a toute une moitié de texte là où on a un sacré nombre de négations. Découragement, on a vu juste en haut. Donc, que ce soit de manière lexicale ou syntaxique, mais en tout cas, on a pas mal de négations. Bien sûr qu'on comprend effectivement la négativité de ce début dans la vie qui part mal, donc entre Annie Ernaux entre l'héroïne d'Annie Ernaux et le jeune juriste qui met les pieds sous la table en revenant de ses cours à la fac. Et bien sûr, emmerdeuse, tout faire capoter, bouffer, qui reviendra dans le texte. On a quand même des moments de langage populaire, pour ne pas dire vulgaire, relâchement du langage. Alors bien sûr, ça scelle la complicité avec le lecteur, et au même moment, c'est aussi l'échec, évidemment. Rappelons-nous que cette femme est en train de devenir prof de lettres, hein. Elle est en train d'accéder quand même à la plénitude de sa maîtrise de la langue, et justement, la langue n'est d'aucun secours. En tout cas, rien ne rehausse le quotidien, même pas la langue. Euh, Là, on a vraiment un retour en arrière, hein, on revient au côté très populaire, très vif, très spontané, qui ne se donne pas la peine d'un vernis. Aucun vernis langagier ici. Ça scelle la complicité avec le lecteur, ça donne bien sûr ce côté très quotidien au texte. La littérature du quotidien est un des enjeux. Est-ce qu'il faut parler de manière populaire pour être quotidien? Bon, ici c'est le pari, c'est pas toujours le cas, hein, mais ici c'est le pari fait par Annie Ernaux. Mais ça, bien sûr que ça réduit la portée, la noblesse du texte. Et c'est bien le but. On n'est pas des héros princesse de Clèves, quoi. Là, c'est pas le dialogue entre Madame de Clèves et Monsieur de Clèves. On est vraiment à un autre niveau. On est au ras du carrelage de la cuisine, là, évidemment. Est-ce que, par exemple, c'est très lourd comme tournure, hein. Est-ce que c'est vraiment important? On devrait avoir est-ce vraiment important? La tournure, le gallicisme, là, le tour en est-ce que, est très laborieux, hein, ne serait-ce que parce qu'on entend derrière le est-ce que. Déjà, ça égratigne un peu la gorge. Et en plus, c'est très laborieux, c'est très long pour arriver au verbe principal et à l'enjeu principal de la phrase. Ce qu'on appellerait ce que certains avaient appelé à une certaine époque, ce qu'avait surnommé le prédicat. Et ça repart évidemment sur tout faire capoter, toujours évidemment très populaire, le rire, l'entente, patate, voilà, c'est pas les pommes de terre, ce sont les patates, c'est bagatelle et hop, remontée du langage. C'est flagrant quand même, hein. Relève-t-elle? Et là, elle refait l'inversion du sujet. Donc on est passé de est-ce que à relève-t-elle? On est passé de emmerdeuse, capotée, patate à bagatelle. C'est étonnant. Et on relève tout cela par le problème de la liberté. C'est frappant que dans une même phrase, bien sûr, on ait des effets de contraste avec une remontée en puissance de l'enjeu philosophique qui est derrière. À partir des patates à éplucher, on repart, on voit poindre quand même Simone de Beauvoir, quoi. C'est quand même assez frappant quand même, hein. Eh bien oui, en fait, l'héroïne revendique ce besoin comme une remontée en fait de la nageuse à la surface, de remonter au vrai questionnement. On a peut-être, vous voyez, je me dis, je me suis mise à en douter, moi, cette formule incoative me plaît beaucoup, avec le pronominal, sujet-objet, et puis j'ai pensé, j'essaie de savoir, toujours l'incoatif, mais quand même qui dit je. Je me suis mise efforcée, on en a plusieurs dans le texte après, c'est peut-être le premier moment là, où on a un début
de prise de conscience, et c'est pour cela qu'on a sujet-objet, des tournures incoatives, avec une renaissance du sujet qui arrive dans le texte, une petite reprise en main. C'est tout le problème du texte, hein, on tend quand même, on s'affirme, mais en même temps on est en train de couler. Il y a une sorte de combat entre soi et soi dans ce texte, on assiste à ça. Une flemmarde, j'ai pensé que j'étais plus malhabile qu'une autre, une flemmarde en plus, qui regrettait le temps où elle se fourrait les pieds sur la table. Comme tout ce texte, hein, toute cette partie évidemment qu'elle rejette est dite de manière à la fois négative, familière, avec flemmarde, c'est-à-dire paresseuse évidemment. Se fourrer les pieds, hein, mettre les pieds sous la table, plutôt l'expression est plutôt ça, se fourrer les pieds sous la table quand même. En plus avec, vous voyez le datif là, on réfléchit, elle se fourrait les pieds sous la table, qui est vraiment une tournure familière. Une intellectuelle paumée pour égarer, incapable, toujours la marque de la négation, de casser un œuf proprement. C'est drôle d'ailleurs, casser un œuf proprement. En voilà un enjeu, effet de chute sur l'œuf, ça si j'ose dire, sans le casser, comme dirait Francis Ponge. Ne pas s'appesantir sur la caissette de bois, ne pas s'appesantir sur l'œuf non plus. Bon. C'est terrible cette phrase qui amène très lourdement avec une suite d'incapacités, donc une suite de négations, une suite de renoncement à la langue. L'intellectuel au milieu est complètement noyé dans ces tournures à la fois négatives et familières. Le mot qui est noyé au milieu de tout ça, c'est intellectuel. Elle se perd, hein, cette qualité, cette identité d'intellectuel est en train de se perdre. Le mot aussi qui le dit, intellectuel, est noyé. Et la seule chose qui le complète, c'est un participe passé passif quand même, hein, c'est paumé. Très rude tout ça. Là, on a mal pour elle, hein, au milieu du texte. Ça va pas du tout. Il fallait changer. Il fallait changer. Alors là, on se dit, reprise en main, est-ce que ça va marcher? Avec une tournure injonctive, toujours mauvais signe cette tournure injonctive, parce qu'au moment où on dit il faut et on fait preuve d'autorité, avec des tournures, vous voyez, lapidaires, hein, changer ici, employé de manière intransitive, le il quand même impersonnel qui donne l'injonction. Alors ça, c'est quoi? Qui est ce il? C'est Annie Ernaux qui se dit il faut changer? Ou alors c'est la société qui l'enjoint à changer parce que ça va pas. Dans une feignasse pareille à la maison, il faut faire un truc. C'est peut-être ça, hein, qui explique la sécheresse de cette tournure injonctive. Ce pronom impersonnel, ce verbe falloir à valeur voilà, modale injonctive, qui emporte déjà le sens de toute façon, c'est plus qu'une modalité. C'est son acception véritable. Et changer ici, employé de manière intransitive, donc il n'y a rien derrière à attendre. Avec qui dit tout ça? Qui lance cette injonction sèche? La société, sans doute. Société qu'elle va rencontrer à la fac. Nouveau tournant donc du texte. À la fac, en octobre, fac, on a bien compris hein, sur l'APOCOP, c'est pas faculté, c'est fac. On est dans la familiarité, on est proche de l'expérience de l'héroïne. En octobre, bon, on s'en doute évidemment que la fac commence en octobre. J'essaie de savoir comment elles font les filles mariées. C'est rigolo, hein, cette cataphore. Les filles mariées, ça reprend elles, qui sont reprises aussi par celles qui. Celles, et puis aussi par, évidemment, le pronom relatif, qui ont un enfant. Donc on a quand même 4 fois les filles mariées dans la phrase. Elle a du mal à exister. Hein. J apostrophe, c'est le sujet de GC. Elle est sujet d'un verbe incoatif. J'essaie d'une tournure incoative. J'essaie de savoir. Et derrière, on a elles, les filles mariées, celles, il se trouve que ce sont celles qui. 4 fois elles arrivent, ces triomphantes, ces épouses triomphantes, là, ces jeunes épouses triomphantes. Moi, je trouve quand même que là, c'est écrasant pour notre héroïne à nous. Elle est seule, les autres, elles sont déjà 4 dans le ring, dans une phrase. Quoi. 4 fois, en tout cas, elles sont là 4 fois. Puis comme elles sont au pluriel, on se doute que... Enfin, il y en a plein d'un coup, quoi. Quelle pudeur, quel mystère, comme c'est ironique ici, cet emballement sur les adjectifs exclamatifs. Quelle pudeur, quel mystère. Pas commode, elles disent seulement, mais avec un air de fierté. Comme si c'était glorieux d'être submergé d'occupation. C'est drôle. Pas commode. Petite litote qui est insupportable ici. Pudeur, mystère, évidemment. Sorte de préciosité affectée, justement. Une affectation dans la litote, dans la pudeur, cette vieille valeur antique et réactualisée par les classiques. Elles disent seulement, donc on est toujours dans la litote, hein. Mais un air de fierté, toujours la litote, un air de, évidemment, on dit peu. Fierté et glorieux, on se sent évidemment, on a l'impression d'être au cœur du... On est à la cour de France, là, ça y est, on est revenu à la princesse de Clèves. Il nous manque plus que l'élévation, mais on a presque l'éclat, et en tout cas dans la gloire. Sauf que, comme si, ce n'est jamais qu'une hypothèse, Annie Ernaux n'y croit pas beaucoup à cette gloire construite de ces précieuses du XXe siècle qui triomphent dans des halls de facultés. La plénitude des femmes mariées. Terrible phrase nominale,
la plénitude. On n'a pas de verbe, parce que de toute façon, les femmes mariées n'agissent pas, hein. Elles se contentent d'être, ces femmes-là. La plénitude des femmes mariées. Et ouais, une seule valeur, plénitude, 3 syllabes, des femmes mariées. La plénitude des femmes mariées. C'est quasiment un hémistiche, tout ça. Retour à Annie Ernaux qui essaie de réagir à cette formulation qui s'impose comme un titre, comme une bannière. La plénitude, c'est un programme, quoi. Dit comme ça, les plénitudes des femmes mariées, il n'y a pas de verbe, c'est un slogan. Et on n'y croit pas tellement, bien sûr. Puis le temps de s'interroger, couper stupidement, ça c'est leur discours à elles, hein. Évidemment, les femmes mariées n'ont pas le temps de s'interroger, n'ont pas le temps d'ailleurs de faire des phrases avec des verbes. Couper les cheveux en 4, voilà, c'est stupide. Et le réel, c'est ça. On est là aussi sur des reprises cataphoriques, très très souvent chez Annie Ernaux, hein. Le réel, c'est ça. On a quand même 3 fois le réel, hein. Le réel, c'est apostrophe, et le déictique, ça. Ben, c'est 3 fois le réel en fait qu'on a. Et le ça devrait être ceci, puisque c'est aussi et un homme et qui bouffe. Et alors, il y a le et qui est sous-entendu, mais pas de yaourt et un thé, hein. Il ne s'agit pas d'être une braque. Voilà ce discours des femmes mariées. Elle laisse une belle place quand même, hein, ce discours qu'elle va réfuter. Il y a une concession qui est faite à ce discours insupportable, écrasant. Écrasant parce que les occupations qui submergent se retrouvent évidemment dans les verbes, hein. S'interroger, couper, et puis avec ces injonctions qui sont aussi très très dures, c'est-à-dire le réel, c'est ça. Et c'est reprises à un homme et qui bouffe pas de yaourt et un thé. Il ne s'agit pas d'être une braque. Donc voilà une succession de propositions avec des reprises et des cataphores et le et qui bouffe, hein, c'est-à-dire et un homme et en plus qui bouffe. Et en plus, entrecoupé de virgules, on voit toute la dureté en fait de ces injonctions. Il ne s'agit pas d'être une braque. On voit que quand même ce verbe être, le peu de verbes qu'il y a, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à ce moment, des injonctions qui s'accumulent et qui sont, elle qui cherchait malheureusement à aller à la fac pour aller mieux, tu parles, elle entend d'autant plus la vox officialis, quoi, hein, la norme sociale est d'autant plus. On a un ijaphone là qui. On va à la fac pour trouver un peu d'épanouissement intellectuel. Qu'est-ce qu'on a? On a encore la voix sociale qui est d'autant plus forte et qui lui dit ce qu'il faut être. Et qui lui dit donc dans ses tournures avec des verbes martelés, à peine coupés par une virgule, ou martelés par les déictiques qui montrent bien le modèle à suivre. Et, et dans ce monde-là, en fait, il n'y a pas beaucoup de sujets. Parce qu'on a des phrases nominales, on a des il ne s'agit pas d'eux, c'est-à-dire des tournures évidemment impersonnelles. On voit aussi tout le mépris à l'égard des femmes comme l'héroïne. Il ne s'agit pas d'un homme, ça bouffe, et puis il ne s'agit pas d'être une braque. C'est très vulgaire, hein. On sent tout le mépris presque de ces gens qui réussissent, quoi, toutes ces femmes accomplies qui rejettent à la figure de notre héroïne tout ce qu'elle ne sait pas faire. Non sans, non sans vulgarité. La condescendance se lit là. Il ne s'agit pas d'être une braque. C'est quasiment une injure, en fait, hein, faite à notre protagoniste. Flemmarde, braque, voilà comment on parle d'elle. Donc il y a une drôle de dissociation, en fait, hein. Les seuls moments où l'héroïne est caractérisée, c'est par, en fait, la voix des autres. Flemmarde et braque. Voilà comment on parle d'elle. Très dur. Pas de yaourt et un thé, hein. Il ne s'agit pas d'être une braque. Et le seul verbe, disais-je, arrive pour être un verbe, en fait, de constat. C'est pas un verbe d'action. Donc qu'est-ce qu'on lui propose, en fait? S'interroger, couper, il ne s'agit pas de faire ça. Et il ne s'agit pas d'être une braque. Je disais que petit à petit, on le voit, je me suis efforcée d'être. Il va y avoir un combat qui va s'engager sur l'essence, sur quelle personne être. C'est même plus une question d'existence, hein. Je ne veux pas être une emmerdeuse, on avait plus haut. Ici, il ne s'agit pas d'être une braque. Et juste derrière, on aura, je me suis efforcée d'être la nourricière. On a 3 fois le verbe être. C'est très frappant. C'est-à-dire qu'au milieu des petits pois, des bocaux, des pâtes, et entre 2 injonctions de femmes accomplies insupportables, il y a quand même la question de l'être qui pointe. Il y a peu de verbes et peu d'actions, hein. On n'en a pas parce qu'on est écrasé, bien sûr, sous le poids des injonctions. Mais surgissent, surnagent, puisqu'on avait la submersion, surnagent quelques moments de l'enjeu crucial qui est d'être ou ne pas d'être. On n'en est même pas à exister, on en est en fait à ne pas crever. Et donc l'enjeu, effectivement, c'est être ou ne pas être dans ce monde-là. Très frappant.
ces éclats de vérité dans le surgissement à 3 reprises dans l'extrait du verbe être. Alors, jour après jour, de petits pois cramés, des quiches trop salées, on reprend les aliments du début. Bon, bien entendu, ça veut dire que la vie ne change pas et qu'on peut reprendre les mêmes éléments. La redondance là, de l'alimentaire, le retour à des considérations purement alimentaires est évidemment un échec, bien sûr. L'élévation du débat avec la question de la liberté ou des interrogations ont été voilà, renvoyées dans les buts, hein, évidemment, renvoyées sur le bas-côté, là, notre jeune étudiante en mal d'existence. Donc, on n'en est pas là. Donc, on revient à la cuisine et à la nourriture. C'est un échec, bien sûr, dans le texte, de revenir à ce qui était au début et qu'on avait essayé de dépasser. On revient donc à la bouffe qui semble vraiment écraser tout le texte. Les petits pois cramés. Bon, bien sûr, on remarque entre parenthèses, la bouffe, elle est, que ce soit la quiche ou les petits pois, entre parenthèses, eux aussi, ils ont quand même souffert parce qu'ils sont passés en participe passé passif, eux aussi. Donc, les boîtes de conserve en quinconce ou les bocaux multicolores, on avait de l'adjectivation en haut. Mais elle était pas triomphante, mais en tout cas normale. Là, même la bouffe, entre-temps, a perdu en force. Donc voilà pourquoi on a à nouveau des participes passés passifs, comme les filles mariées. En fait, tout le monde y perd, hein. Les filles mariées, les petits pois cramés et notre héroïne qui est la nourriture. Bon, bref, voilà. Et notre héroïne qui est paumée. Voilà, je retrouve l'adjectif qui participe passé passif employé comme adjectif qui l'a caractérisé au milieu du texte. Tout le monde est passif dans ce texte. On n'y gagne absolument rien dans ce modèle social-là. Personne n'y gagne en vérité. Même pas la bouffe. Même pas les épouses ou les jeunes mères triomphantes. Pois cramés en quiche trop salé, sans joie. J'imagine qu'on pourrait trouver ça à plusieurs reprises, hein, les privations. Le sang quelque chose. C'est marrant ce monde où on a une accumulation de denrées alimentaires, mais je crois qu'on l'avait à un autre endroit du texte. On a une accumulation de choses négatives comme la fierté. L'air de fierté, on l'a. Ça, c'est avec. Et on avait aussi l'accumulation, évidemment, des denrées alimentaires. Mais il me semble qu'on avait un autre, je ne sais plus où c'est, comment dit-on, on avait une autre occurrence de préposition sans S-A-N-S. Je ne sais plus où elle était, mais je l'avais croisée. J'ai une très mauvaise mémoire, c'est le gros problème. Je peux lire 20 fois un texte, je ne me souviens jamais des mots employés, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on avait Sans joie, sans me plaindre, c'est juste après. Mais avant, on n'en avait pas. C'est drôle, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Des moments d'angoisse, à toi d'apprendre ma vieille en quinconce, la nourriture corvée. Je n'ai pas, c'est ton tour, des remarques, le ressentiment, être une emmerdeuse, des histoires, le problème de la liberté, malhabile, une sous la table, intellectuelle paumée, j'essaie de savoir comment elles font les filles mariées, comme c'était glorieux. Non, c'est après, autant pour moi. La privation arrive par la suite. Donc on a le participe passé et la privation qui sont concomitantes dans le texte. Signe que vraiment on est en train de perdre pied. D'accord, autant pour moi. Quiche trop salé, et de l'autre côté, sans me plaindre. Tiens, celui-là aussi on l'a. Sans me plaindre. Sans joie, sans me plaindre. D'accord. C'est là qu'on a les tournures privatives. Et nouvelle insertion, cette fois. On n'avait pas commode déjà. On avait le à toi d'apprendre ma vieille quand même, qui s'était insinuée déjà dans la tête de l'héroïne, il n'y avait même plus les guillemets. Et là, on a une insertion qu'elle ne veut vraiment pas reprendre à son compte et qui reste quand même très extérieure au reste de la narration. Tu sais, je préfère manger à la maison plutôt qu'au resto U, c'est bien meilleur. Là, évidemment, le coup de grâce porté par le mari. Toujours, bon, le monde étudiant, estudiantin, donc on est censé être proche d'eux, resto U, très bien, la POCOP, super. U pour universitaire, formidable. C'est bien meilleur, très bien. On est toujours pris à témoin parce qu'en plus dans le discours, il y a tous les déictiques qu'il faut, formidable. Et c'est la suite qui est intéressante, c'est la façon dont elle reprend ou dont elle tient compte de cette phrase qu'elle n'a quand même pas reprise dans son monologue intérieur, puisqu'il y avait bien les guillemets hein, qui distanciaient ce propos qu'elle nous rapporte. Enfin, en tout cas, qu'elle insère tel quel, avec les guillemets. Sincère. Et il croyait me faire un plaisir fou. Et là, on voit bien, et il croyait me faire un plaisir fou. On ne reprend vraiment pas ses propos et on distancie par il croyait. Frappant quand même. Hein. Et cette mise en exergue de sincère au début, qui est terrible évidemment, ce texte. Parce qu'en fait, ça se trouve, c'est pas du tout ironique. Hein. C'est-à-dire qu'il est vraiment sincère au moment où il dit ça.
C'est terrible d'ailleurs, cette sincérité-là, elle est atroce. Entre l'hypocrisie des femmes mariées submergées, non pardon, qui elles ne sont pas submergées, qui nous disent que c'est pas commode, avec un petit air de fierté, et lui qui en revanche est débordant de candeur. Tu sais, je préfère manger à la maison plutôt qu'au resto, c'est bien meilleur. C'est quand même terrible, hein, ce texte. On n'a pas du tout envie de se marier après ça, finalement. Sincère. Et il croyait me faire un plaisir fou. C'est terrible que ces deux notions, quand même, sincérité et plaisir, arrivent après autant d'abattements. Quel dommage. Depuis Liberté, on n'a plus vu des termes aussi littéraires, aussi philosophiques. Et manque de bol, ils arrivent là, pour dire ça. Bien sûr, la façon de la longueur de la réplique du mari, tu sais, virgule, donc c'est l'accroche évidemment dans le discours, je préfère manger à la maison, donc on a un système d'infinitive plutôt qu'au resto U, c'est bien meilleur, avec d'ailleurs le petit commentaire, c'est bien meilleur. En fait, tout ça est très allongé, avec en plus une sorte de plongée dans le réel de la discussion, du dialogue du couple, avec la ponctuation expressive. La reprise derrière est beaucoup plus froide, en tout cas beaucoup plus sobre, et fait mieux résonner, bien sûr, plaisir fou, qui semble résonner avec, c'est là que j'ai coupé, c'est une fin de paragraphe, ça m'intéresse, et c'est aussi la fin de notre extrait, le verbe couler qui arrive après le moi, ce qu'il en reste en tous les cas. Je me sentais, 3 fois quand même, hein, moi, je et me. Donc on se dit, il y a quelque chose là qui se reprend. Oui, mais on ne reprend conscience de soi qu'au moment où on se perd. Et le verbe couler arrive en effet de chute quasiment physique, gravitationnelle. Couler est aussi à la fin de notre phrase, à la fin du paragraphe. Et évidemment, c'est un mouvement de chute vers le bas pour l'héroïne. De chute psychologique et aussi dans l'eau, quoi, évidemment, de chute du corps. La seule réunion, c'est pas dans le couple, bien sûr. C'est pas soit avec ses égales, avec ses égaux à la fac, ou avec sa génération. On n'est pas solidaire, on se sent pas, les autres femmes ne sont pas solidaires de nous. C'est pas soit une femme parmi les femmes. Il n'y a pas de solidarité, la féminine. Il n'y a pas non plus d'égalité dans le couple. On l'a bien compris. Tout ce texte raconte l'inégalité, en fait, des deux conditions. On ne grandit pas, on ne vieillit pas, on ne s'installe pas, on n'a pas la même vision du bonheur selon qu'on est un homme ou une femme. On a compris derrière cette esquisse sociologique. Mais aussi, paradoxalement, le seul moment de correspondance, de réunion, d'association réussie, c'est le moment entre ce que dit le texte et ce que ressent en fait l'héroïne qui s'écrit, qui écrit, qui relate. Là, on a effectivement une correspondance sur couler, qui est donc la chute du corps de la protagoniste, qui est aussi la chute de la phrase par rapport aux deux phrases qui précèdent, qui ont été dilatées, allongées, pour qu'on puisse d'autant mieux ressentir la chute brutale à la fin de ce paragraphe, de ce texte, de cette phrase. Et c'est aussi évidemment le moment où le lecteur est découragé n'a jamais été aussi découragé avec l'héroïne, puisque plein de choses ont préparé à cette déception finale. C'est pas faute d'avoir essayé un peu de trouver des voies d'accès ou des contrebalanciers dans le texte, des contrebalanciers ou des moments de respiration, puis en fait on est quand même plombé par le quotidien conjugal. Et là, on n'a jamais été autant avec l'héroïne, puisque tout nous avait préparé, hein, la littérature, les stratégies d'écriture nous y avaient préparé. Donc la seule réunion, elle est en fait entre la protagoniste, la rédactrice et le lecteur. C'est donc ça en fait, la voie d'échappée, elle est là. Et ce texte qui, bien sûr, dénonce, qui est une violente dénonciation des rapports hommes-femmes, des discours de la société, des parents, ce qu'on avait avant dans le texte, c'est-à-dire marie-toi, sois heureuse, etc. C'est formidable, joue ton rôle et tout va bien se passer. Non, en fait, on est quand même pas heureux, on n'y trouve pas son compte. La société de consommation, c'est pas une fin en soi, c'est pas super. Le couple, ce n'est pas l'idéal qu'on avait rêvé. Et même nos égales à la fac ne sont finalement pas si solidaires de nous. Donc il n'y a même pas de solidarité de classe, si j'ose dire. On n'a même pas ça. Bon, tous les idéaux ont été fragmentés, sauf un qui est quand même la grande triomphante dans l'histoire, c'est la littérature. La littérature permet une correspondance, permet une adéquation. Là, on l'a. Voilà. Et ce texte, il est très beau parce que c'est une suite d'échecs, sauf, et c'est pas rien, de l'écriture, de la lecture, c'est-à-dire donc de ce qui fait littérature.